La première salve des essais hivernaux de Bahreïn ont eu lieu il y a quelques heures et je te fais un rapide résumé de ce qui s'y est passé, équipe par équipe. Mais juste avant, voici une petite remise en contexte sur qu'est-ce que finalement les essais hivernaux. La saison n'a pas encore totalement commencé, mais les équipes sont déjà en piste. À Bahreïn, les essais hivernaux sont répartis sur 2 semaines. 6 jours pour comprendre ces nouvelles voitures et on vient juste de terminer la première partie. Après le shakedown discret, place au travail. 3 jours intenses à accumuler des données, tester la fiabilité, comprendre l'aérodynamique, enchaîner les longs relais et parfois monter un peu plus que prévu. Ici, les chronos sont piégeux, un tour rapide ne veut pas toujours dire domination et un classement discret ne veut pas dire inquiétude. Chaque équipe suit son propre programme, certains cherchent la performance pure, d'autres travaillent dans l'ombre, mais après ces 3 jours, on commence quand même à voir des lignes se dessiner. Des voitures stables, des équipes en difficulté, des signaux plus ou moins subtils, rien n'est définitif. Il reste encore 3 jours pour confirmer ou tout bouleverser, mais déjà, il y a des choses à comprendre. Alors maintenant qu'on a cette première photographie de la grille, regardons ce qu'elle révèle vraiment. Maintenant, on va s'intéresser aux champions du monde en titre, McLaren. Pour McLaren, c'était 3 jours sans accroc ou presque. Dès les premières heures à Sakir, McLaren a su imposer un ton calme, structuré et clinique. Oscar Piastri ouvre le bal avec sérénité, Lando Norris enchaîne, les relais sont longs, constants, les simulations de course s'accumulent, puis les chiffres parlent, littéralement. Meilleur temps du jour 1, 149 tours le jour 2, 161 tours le jour 3, record absolu d'ailleurs sur une seule journée. Mais le plus impressionnant, c'est pas forcément le chrono, c'est l'absence de problème. Pas de drapeau rouge provoqué, pas de retour précipité au garage, enfin du moins on le sait pas sinon, pas de séance amputée. La MCL 40 ne semble jamais nerveuse, elle tourne, elle répète, elle apprend et McLaren n'a pas cherché à frapper fort. Elle construit des bases solides et en essais hivernaux, construire vaut souvent plus qu'impressionner. Chez Red Bull, tout n'a pas été parfait, mais tout a été maîtrisé. En effet, l'écurie autrichienne qui accueille notre français Isaac Adjar a connu un petit souci hydraulique qui a coupé net une matinée entière. En plus, c'était pendant les heures de roulage d'Isaac, c'est dommage. Un seul tour avant la mobilisation et ensuite silence sous le garage avec des bâches, on n'a rien pu voir. Puis la réponse est venue l'après-midi avec énormément de tours qui se sont cumulés, donc c'était jeudi après-midi, plutôt propre de la part d'Isaac Adjar et ils ont enchaîné l'après-midi comme si de rien n'était. Max Verstappen lui empile les kilomètres, long relais, travail moteur, validation aérodynamique, pas d'éclat, on a eu une tentative la première journée pour battre le chrono, chose qu'il n'a pas réussi et je pense que ça l'a bien frustré et du coup la RB22 n'a pas dominé la feuille de temps. Chez les rouges, chez Ferrari, l'écurie de Maranello, Ferrari n'a pas crié, elle a affirmé. Et c'est plutôt rassurant d'ailleurs pour tous les tifosi. Charles Leclerc signe le meilleur temps du jour 2, Lewis Hamilton enchaîne 150 tours sur le jour 3, les relais sont propres, techniquement stables et méthodiques, la SF26 est plutôt équilibrée, jamais instable, jamais dépassée, en tout cas c'est l'impression qu'elle donne, même si pour Lewis Hamilton, on a eu un arrêt en fin de session de la dernière journée, au virage 8, résultat drapeau rouge. Alors après, comme disent beaucoup de journalistes, ça peut être fait exprès pour voir comment marche le réservoir d'essence et jusqu'où on peut aller. Ça devrait servir surtout en qualif. Mais outre ça, Ferrari a alterné rythme pur et simulation de longue distance. Elle a montré qu'elle pouvait faire les deux et pour l'instant, la Scuderia n'a pas l'air en recherche, elle a l'air prête. Si une équipe nous a surpris par sa constance, c'est bien As. Top 4 le premier jour, alors que ce n'est pas une top team. 3e temps le lendemain, roulage massif sur l'ensemble des 3 jours. Esteban Ocon et Oliver Berman ont enchaîné les relais sans incident majeur, test de suspension, charge de carburant variée, travail à l'équilibre mécanique, pas de tour chrono spectaculaire, pas de drame et ça c'est très important, mais dans le paddock où plusieurs équipes dont Red Bull ont perdu des heures précieuses, eux ils ont accumulé du kilométrage et honnêtement l'année commence plutôt très bien pour As et on l'espère pour notre français Esteban Ocon. Chez Williams il fallait se rassurer, après avoir manqué le shakedown à Barcelone, Williams devait absolument n'avoir aucun problème pour cette semaine. En effet, Carlos Sainz et Alexander Albon ont partagé le volant avec une mission simple, comprendre la voiture. Entre des longs relais, des programmes structurés et des essais de départ répétés, les chronos sont restés en retrait des top teams, mais le kilométrage semble solide, régulier, sans interprétation majeure. Et la FW48 n'a pas brillé, elle a bien travaillé. D'ailleurs, on a vu les petits yeux là, c'était trop cool, c'est tout. Et pour conclure sur Williams, ils ont eu un plutôt bon résultat, en tout cas de ce qu'on a pu voir. Pas de très gros problèmes
majeur, on n'a pas eu des bâches fermées comme chez Aston Martin, et ça on y reviendra un tout petit peu plus tard. Le watch time, tu connais. Maintenant, on va passer chez Alpine. D'ailleurs, petit mot pour les employés de Viry-Châtillon qui ont arrêté le programme, enfin qui vont arrêter plutôt en 2027 le programme Alpine Endurance Team et qui vont arrêter le programme Dacia en rallycross alors qu'ils venaient juste de gagner le Dakar. Grosse pensée à tout le monde, on est vraiment désolé. Et on espère que Alpine pourra rester le plus longtemps possible en Formule 1, même si vu comment c'est parti. Bref, parlons des essais hivernaux. Pour Alpine, dès le début, on a eu un souci électronique qui a ralenti le programme. Un drapeau rouge plus tard dans la semaine qui coupe une autre session et le dernier jour se termine par une énorme frayeur, un blocage des roues sur la ligne droite de départ, voiture presque dans le mur de la part de Franco Colapinto à une vitesse extrêmement basse. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il a fait. Bon, après on peut quand même se rassurer pour se dire que le roulage n'était pas catastrophique. Franco Colapinto a empilé les tours de la dernière journée. Pierre Gasly sauve plusieurs séquences importantes malgré le problème le jeudi, mais il manque une chose, la fluidité. Alpine n'a jamais enchaîné une journée parfaitement sans accroc. Toujours un incident, toujours un temps mort, et dans une saison où chaque kilomètre va être ultra important pour comprendre la voiture, et cette nouvelle réglementation, ça peut faire mal. Alors attention, rien d'alarmant, mais rien de totalement rassurant non plus. En plus, ils ont un système de DRS, ou d'aéroactif comme ils l'appellent. Au lieu que le DRS se lève comme ça, le DRS chez Alpine va se baisser. Ça donne des images assez bizarres, mais écoutez, c'est français. Maintenant, passons à Mercedes. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo juste ici, voilà, je vous la mets hop dans le coin ici, sur le problème moteur et le fait que Red Bull va sans doute enterrer Mercedes. Si vous voyez pas de quoi je vais parler, allez voir la vidéo, elle dure 1 minute, vous allez vraiment tout comprendre. Maintenant, concentrons-nous sur Mercedes et les essais hivernaux. Mercedes a connu littéralement les deux extrêmes. Une journée amputée par un souci moteur pour Kimi Antonelli dès le matin de la deuxième journée. Très peu de tours sur cette deuxième journée, donc assez compliqué. Garage fermé, frustration très visible. Et puis le lendemain, c'est-à-dire le dernier jour des essais hivernaux, double meilleur temps de la part de Mercedes. Roulage propre, simulation de départ intensive. Kimi Antonelli et George Russell signent les chronos de référence en fin d'essai. Alors où est la vérité? Dans le manque de fiabilité du milieu de semaine ou dans la démonstration finale qu'ils nous ont fait sur le dernier jour des essais hivernaux? C'est une vraie question que je vous pose, j'ai pas la réponse. En tout cas, Mercedes n'a pas été la plus constante, mais elle a été le plus rapide et aussi assez rapide pour réparer leurs problèmes moteurs. Et ça, psychologiquement, ça compte énormément. Racing Bulls ne fait pas les gros titres, mais pourtant, elle a roulé beaucoup. Liam Lawson enchaîne 119 tours lors de la première journée. Arvid Lindblad, rookie en Formule 1, le seul rookie de cette année d'ailleurs, si on compte pas Fernando Alonso, a enchaîné les tours lui aussi. Et en vrai, j'ai pas trop grand chose à dire sur Racing Bulls, à part que c'est plutôt bon. Ils ont des temps de milieu de classement, ils ont pas fait de grands coups d'éclat, mais ça reste plutôt cool. Donc Racing Bulls n'a pas impressionné, mais elle a travaillé. Et c'est exactement ce qu'on leur demande. Chez Audi, l'écurie remplaçante de Sauber, ses essais n'ont pas été une démonstration, mais plutôt une validation. Le moteur s'est fait remarquer par sa distinction dans le paddock, mais sur la piste, le programme reste mesuré. Nicole Kemberg et Gabriel Bortoleto roulent proprement, pas d'incident majeur. Le kilométrage reste en dessous des leaders, mais c'est normal, c'est une toute nouvelle écurie avec leur propre moteur. Mais la voiture tient en tout cas, et ça c'est plutôt cool. Et pour un projet en construction complète, la stabilité vaut plus qu'un top 5 symbolique. Audi n'a pas fait de bruit médiatique plus que ça, mais elle a des bases ultra solides. Maintenant, on va s'attaquer à Cadillac, nouvelle écurie en Formule 1. Qu'est-ce que ça nous donne chez Cadillac? Sur ces 3 jours, ils ont causé plusieurs drapeaux. Ils ont un nombre de tours plutôt correct, dans la moyenne on va dire. Après, Cadillac a aussi vécu des essais agités, Une immobilisation dès les premières minutes du jour 2, problème de refroidissement sur le jour 3, débris de rétroviseur provoquant une neutralisation de séance durant ces essais. Bref, c'est pas fou non plus. Après, on le sait, cette année, Audi ne va pas jouer les podiums. Ou alors vraiment, va falloir m'expliquer comment il fait. Mais Sergio Perez et Valtteri Bottas ont tenté de sauver le programme, malgré les roulages plutôt fragmentés à cause des problèmes techniques. Et en 2026, fragmenter son programme, c'est perdre du terrain. Surtout avec cette nouvelle réglementation ultra compliquée. Bien, je vous mets une vidéo juste ici. C'est une vidéo qui est assez technique. On rentre vraiment dans le règlement, donc je vous conseille d'aller la regarder. Après voilà, j'ai essayé d'être pédagogue, mais elle est plutôt technique. En tout cas, la performance pure est secondaire chez Cadillac, mais pour une nouvelle structure, ça reste plutôt cool. Surtout que eux n'ont pas d'infrastructure déjà faite, comme Audi qui reprennent les anciennes infrastructures de Sauber. Bref, pour le moment, c'est plutôt bien. Maintenant, on va passer à l'écurie qui n'est tout simplement pas prête. Il n'y a pas d'autre mot, mais pas prête du tout. Entre des surchauffes moteurs à cause du design d'Adrian Newey qui étouffe le moteur. Attention, je fais des raccourcis, c'est plus compliqué que ça. Ensuite, on a eu des très longues immobilisations et très peu de roulage. D'ailleurs, ils ont le plus petit nombre de tours sur ces essais hivernaux. Chez Aston Martin, c'est
compliqué. Lance Stroll est le pilote qui a réussi à enchaîner le plus de tours des deux pilotes, même si ça reste très faible. Les chronos restent à 4 secondes et demie des leaders, c'est énorme. Et les pilotes ne sont pas contents. Lance Stroll a même déclaré à la presse, et c'est rare, c'est pour ça que je le mets en vidéo, qu'ils étaient pas là où ils voulaient être et que ça allait être compliqué. Dans des essais aussi courts, perdre 2 heures pour un problème moteur, puis reperdre 2 heures pour un autre problème, c'est énorme. Il y a que 24 heures d'essai sur ces 3 jours et ça part très vite. Donc si on doit vraiment expliquer ce qui se passe chez Aston Martin, c'est qu'ils ont un design ultra agressif au niveau de la voiture et que le moteur est étouffé littéralement sous la voiture. Il ne peut pas respirer et c'est compliqué. Après, je vais pas rejeter la faute que sur Adrian Newey et Aston Martin. Le moteur Honda n'est pas performant du tout non plus. Donc si tu mélanges les deux, ils ont beau avoir voulu faire quelque chose d'exceptionnel, la voiture n'est pas à la hauteur. Pour vous donner une idée, les Formule 1 actuelles roulent 10 secondes plus vite sur le circuit de Bahreïn que les Formule 2. Si nous prenons la voiture Aston Martin, elle roule 5 secondes plus vite qu'une Formule 2. Autrement dit, c'est ridicule. Bon, maintenant, si on doit tirer un bilan plutôt global sur ces 3 jours, certaines équipes ont cherché la performance, ou plutôt certains pilotes, je pense à Max Verstappen qui a essayé d'aller chercher le chrono de la première journée, d'autres ont cherché la fiabilité, et quelques-uns ont dû gérer l'urgence. En tout cas, une chose ressort, c'est qu'avec cette nouvelle réglementation, en 2026, la F1 veut nous donner de plus belles batailles. On va sans doute les avoir, mais les pilotes sont pas très heureux de cette nouvelle réglementation. Il y a juste à écouter Lewis Hamilton ou Max Verstappen. Max Verstappen a carrément dit que c'était des formuleux sous stéroïdes. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler de ces essais hivernaux. Sachez que du 18 au 20 février, on a cette fois-ci la deuxième salve d'essais hivernaux à Bahreïn, qui seront diffusés dans leur intégralité sur Canal+. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine, samedi 18h30. Salut!